Bien, Madame la Ministre, merci de votre présence. Nous sommes dans le cadre d'une mission que le Sénat, enfin que la Commission des lois du Sénat plutôt s'est fixée. Je rappelle que nous avons voté le texte sur les valeurs de la République et c'était le 24 août 2021, sauf erreur de ma part. Ce texte a établi un certain nombre de principes et de volontés de la part du législateur qui sont assez précis, plusieurs natures. Les rapporteurs de ce texte étaient Mme Eustache-Brinio et Mme Verrien, ici présentes. Et la Commission des lois a décidé de procéder à une mission d'évaluation de ce texte. Et donc, c'est évidemment les rapporteurs qui, dans le cadre de leur pouvoir de contrôle et de suivi des dossiers, sont aujourd'hui en charge de cette évaluation. Voilà les raisons pour lesquelles nous vous avons demandé de venir et de répondre aux questions qui seront faites par les rapporteurs. Je vous renouvelle mes excuses, j'ai le devoir de quitter la réunion parce que je dois rejoindre un rendez-vous, mais la présidence est assurée par la première vice-présidente, Mme Di Folco, qui va maintenant organiser les débats. Merci à vous, bonne continuation. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais vous laisser d'abord présenter votre propos liminaire et ensuite je donnerai la parole à nos deux rapporteurs et ensuite aux commissaires de la Commission des lois qui sont présents et qui souhaitent intervenir. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs qui ont tenu jusqu'à maintenant. D'abord, j'adresse mes remerciements sincères à la Commission des lois pour me permettre de présenter devant la Chambre haute ce point d'étape de la mise en œuvre de la loi du 24 août 2021 comportant le respect des principes de la République et d'avoir maintenu cette commission malgré l'actualité chargée pour chacune et chacun d'entre nous. Au cours de ces 20 dernières années, nous avons été confrontés en France à des pratiques séparatistes de plus en plus affirmées. Ce travail de sape se déploie le plus souvent de façon insidieuse dans toutes les sphères de la société, dans nos quartiers populaires, dans les services publics, dans le tissu associatif, dans les pratiques sportives, mais aussi au sein même de l'école de la République. Le principe de laïcité au cœur de notre pacte républicain subit de plus en plus d'entorses, de contestations, d'attaques. C'est un fait qui est aujourd'hui appuyé d'éléments tangibles. Lutter contre le séparatisme, c'est lutter contre un mouvement qui considère qu'au nom de convictions religieuses ou politiques, ou au nom d'une cause, dont on considère qu'elle transcende toutes les autres, certaines règles deviennent supérieures à celles de la République et doivent prévaloir sur ces dernières. C'est important de donner une définition parce que finalement on cherche souvent ce qui est séparatisme ou pas. Le séparatisme, c'est donc la volonté de sortir, y compris par la violence, de la communauté de valeurs qui nous réunit autour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité. Il faut avoir conscience de ce qui se joue aujourd'hui et le regarder en face. De tels comportements mènent à terme à la désintégration de l'idée même de communauté nationale et mettent profondément en danger le fonctionnement de notre démocratie. Le président de la République a parlé récemment de lutter contre un processus de décivilisation et c'est de ça qu'on parle. Dans le même temps, des groupuscules se radicalisent de plus en plus et décident que la défense de leur cause justifie la violence, parfois même, et on l'a vu récemment, une violence extrême. J'ai cité dans ces derniers mots l'ex-mouvement Soulèvement de la Terre qui a été dissous en Conseil des ministres le 21 juin dernier. Notre position, et je pense qu'elle est évidemment partagée, c'est qu'aucune cause, aussi légitime soit-elle, ne justifie une telle violence dans un pays démocratique comme la France où la liberté d'expression est la règle. Nous le savons, notre pays a subi ces derniers jours une vague de violence inacceptable. Vous l'avez tous subi. Nous n'avons pas, et ça a été dit par le ministre de l'Intérieur juste avant moi, le recul nécessaire pour comprendre et qualifier les choses au plus juste. Mais ce travail d'analyse sera nécessaire pour déterminer s'il s'agit finalement d'une nouvelle forme de séparatisme et si les outils dont nous disposons sont adaptés ou devront évoluer pour y faire face. Ce rappel nous conduit très naturellement à l'objet de nos échanges ce matin. Donc pourquoi cette loi et quels en sont les premiers résultats? Lors de son discours au Murau le 2 octobre 2020, le président de la République a appelé à défendre avec force les valeurs de la République et à nous opposer au développement du repli communautaire et du séparatisme sous toutes ses formes. Une stratégie globale de lutte contre le séparatisme en a découlé. Elle visait à, en 3 points, entraver toutes les initiatives contraires aux fondements de notre République, à amplifier l'ensemble des actions permettant de donner corps à l'égalité des chances sur les territoires et à accompagner la structuration d'un islam de France face aux dérives
des extrémistes de l'islamisme. Jusqu'alors, dans le triangle séparatisme, en bas ce qu'on appelle le bas du spectre, radicalisation, puis terrorisme, nos forces étaient principalement concentrées sur ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, et c'était bien normal. Avec la loi du 24 août 2021, l'État en fait s'est donné les moyens de s'attaquer au bas du spectre, au bas de la pyramide, et à la racine du problème, le séparatisme, qui nourrit bien évidemment les individus radicalisés, qui eux-mêmes nourrissent le terrorisme, sans qu'évidemment tous les individus séparatistes ne deviennent des terroristes, mais il faut dire que tous ceux qui arrivent en haut de la pyramide sont souvent issus de ça. Donc réglementation des cultes, éducation, sport, lutte contre la haine en ligne, cette loi nous a permis de changer d'échelle et finalement, et c'est sans doute le plus important, on y reviendra, de désinhiber l'administration et de lui donner des outils pour s'attaquer à tout ce qui peut donner de l'air au séparatisme. Le financement des associations, on y reviendra, l'instruction en famille, on y reviendra également, les écoles privées hors contrat. Donc, je parlais tout à l'heure, quand j'ai commencé, d'un point d'étape et non pas d'un bilan, c'était l'objectif de cette réunion, parce qu'en fait, on manque, et j'y reviendrai, de recul sur un certain nombre d'éléments, parce que c'est les outils qui sont mis en place par cette loi, et je remercie évidemment les parlementaires qui l'ont adopté, les outils sont extrêmement puissants, mais tous n'ont pas encore été mis en œuvre pour des raisons diverses sur lesquelles je reviendrai. Nous disposons désormais donc, du résultat du contentieux sur le contrat d'engagement républicain, j'y reviendrai également. Donc on a maintenant un avis, enfin, un jugement favorable pour la mise en place de ce CER. On a des associations qui avaient jusqu'au 30 juin pour déclarer leur qualité cultuelle. On a des déclarations de financement étranger qui sont en train de monter en puissance. Bref, on a tout un tas de parties de cette loi qui sont finalement encore en train d'être mises en œuvre. Le premier véritable acquis de la loi CRPR est à chercher finalement dans l'évolution des mentalités. Nous assumons aujourd'hui, et publiquement y compris, de combattre celles et ceux qui veulent s'en prendre à notre bien le plus sacré, et nous les combattons aujourd'hui avec les armes du droit, avec détermination bien évidemment et sans naïveté. À l'issue de cette première année déjà, et c'est un point positif, l'ensemble des textes d'application de la loi ont été pris. C'est pas toujours le cas quelques mois après l'adoption d'une loi. Là, c'est le cas. Et s'agissant d'un texte de plus de 100 articles, c'est suffisamment rare, je crois, pour être souligné. Leur mise en œuvre est encore inégale. Ça va de mieux en mieux, mais est encore inégale entre les territoires. Et c'est pas forcément les territoires qui ont le plus de problématiques de séparatisme qui sont le plus en avance et ceux qui, au contraire, en ont le moins, qui sont le plus en retard. C'est malheureusement encore inégal d'un point de vue géographique. Je vous donne quelques éléments chiffrés. Dans la sphère éducative, parce qu'on le sait bien, et j'y reviendrai sans doute sur les questions de laïcité, la cible principale des réseaux dont on parle, c'est notre jeunesse. Donc évidemment, ça rentre principalement par ce biais-là. Donc, s'agissant de l'instruction aux familles, grâce au passage du régime de déclaration à un régime d'autorisation, le nombre total d'enfants instruits en famille au plan national a baissé de près de 30% par rapport à l'année scolaire précédente. Les instances départementales chargées de la prévention de l'évitement scolaire sont désormais toutes opérationnelles. Je pense que ça, c'est un élément important qui nous permet de ne plus avoir de trous dans la raquette. On est capable aujourd'hui, grâce au lien qui est fait dans chaque département, entre les caisses d'allocation familiale, les communes, les rectorats, de savoir exactement, de connaître exactement tous les enfants et de voir s'ils ne sont pas scolarisés. La possibilité pour un préfet de fermer administrativement un établissement privé hors contrat porte déjà ses fruits, puisque sur 47 établissements ciblés, 5 ont fermé. 4 écoles clandestines ont été fermées par arrêté préfectoral grâce à la loi CRPR. Depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021, 11 dissolutions administratives ont été prononcées à l'encontre d'associations ou de groupements de faits adhérant à l'idéologie islamiste radicale ou à une idéologie extrémiste provoquant ou organisant des activités violentes, grâce à la refonte par la loi CRPR des motifs permettant de prononcer une telle mesure de police administrative. À travers la loi CRPR, nous avons également souhaité accroître la transparence de la vie associative, des cultes et de leur financement. Je citerai ici 3 dispositions importantes qui ont été prises et qui fonctionnent. L'instauration du contrat d'engagement républicain, et j'imagine qu'on va y revenir, préalable à toute subvention publique. C'est vrai que sur ce dispositif, on manque un peu de recul puisqu'on a eu la décision du Conseil d'État il y a quelques jours et que c'était difficile d'être
d'être à 100% sur la mise en place d'un dispositif dans l'attente d'un jugement administratif qui aurait pu remettre en cause le dispositif. L'argent qui est le nerf de la guerre. Les préfets disposent désormais d'un pouvoir de contrôle et de dissolution des fonds de dotation qui sont l'un des principaux vecteurs des mouvances islamistes, ces fonds de dotation. En 2022, 4 fonds de dotation ont ainsi fait l'objet d'une mesure de suspension et 4 procédures de dissolution sont également engagées. Néanmoins, et on y reviendra, après 18 mois de pratique, on constate déjà sans doute des axes d'amélioration sur le sujet pour donner aux préfets des moyens d'action renforcés sur les fonds de dotation. Nous avons aussi rendu obligatoire le fait de déclarer pour toute association exerçant un culte les financements qu'elle reçoit directement ou indirectement de l'étranger. Ça nous donne quand même des informations extrêmement précieuses. Et pour compléter une question qui je n'en doute pas, arrivera, on a aussi commencé des contrôles sur ceux qui n'ont pas déclaré ces financements étrangers qui nous permettent aussi, d'une part, de déclencher un certain nombre de procédures et d'autre part, d'avoir des informations précieuses. Cette mesure est entrée en vigueur le 25 avril 2022. La loi CRPR a par ailleurs conforté le principe de laïcité, notamment dans les services publics. Le déféré laïcité, qui nous a permis d'éviter que les piscines municipales de Grenoble deviennent un haut lieu de la baignade en Burkini. On a développé plus de 2000 référents laïcité qui ont été nommés dans les différentes administrations. On continue dans les 3 fonctions publiques. On s'est donné l'objectif en 2025 d'arriver à 100% des agents publics qui seront formés au principe de laïcité. On a déjà 130 000 agents qui ont déjà été formés à l'éducation nationale, plus 40 000 dans les autres administrations. Mesdames et messieurs les sénateurs, avant de conclure, je souhaite préciser que contrairement à ce qui a été souvent dit, la loi CRPR n'est pas un texte contre les cultes, et vous le savez bien, ni contre un culte en particulier, ou contre la liberté d'association, ou contre je ne sais quoi. C'est d'abord et avant tout une loi de protection pour nos concitoyens, la protection de nos valeurs et de nos principes républicains, la protection de notre cohésion nationale, la protection des cultes eux-mêmes contre les ingérences, la protection de l'idéal associatif contre tout dévoiement et la protection de la dignité de la personne humaine. Lorsque le législateur a introduit le déféré laïcité, c'est d'abord pour renforcer le principe de laïcité et de neutralité dans les services publics locaux. Lorsqu'il a institué le contrat d'engagement républicain, c'est pour éviter que des structures séparatistes ne bénéficient d'argent public. Lorsqu'il instaure le délit de séparatisme, c'est pour protéger les élus et les agents publics contre les menaces ou les violences, comme on a pu les voir ces derniers jours. Lorsque l'instruction en famille est mieux encadrée, c'est pour éviter les dérives et protéger les enfants. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, on a un objectif assez clair, c'est que l'ensemble du territoire se mobilise de manière égale pour donner toute effectivité aux nouveaux outils qui ont été mis en place par cette loi CRPR. Et c'est le message que nous avons délivré, d'une part par circulaire, d'autre part à l'oral à l'ensemble des préfets avec le ministre de l'Intérieur. Voilà, simplement finir pour vous dire que du territoire d'où je viens, j'ai craint dans les dernières années de perdre mon appartenance à la République, et je pense qu'on a intérêt à continuer à transmettre la fierté d'appartenir à la République, et je pense que cette loi nous donne, pour la découvrir et pour la mettre en œuvre, des outils particulièrement précieux pour défendre la République. Et je pense que quand on aura mis en œuvre l'ensemble de l'éventail qu'elle nous permet, on aura des outils extrêmement puissants. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vais laisser la parole à nos rapporteurs qui souhaitent commencer. Madame Eustache-Brinio. Oui. Merci Madame la Ministre, merci Madame la Présidente. Je vais commencer parce que moi je dois partir à 19h15, donc je suis désolée, c'est vrai qu'on a des emplois du temps un peu... D'abord, avant de prendre la parole sur le texte, je voulais, à titre personnel, vous remercier, vous personnellement, Madame la Ministre, parce que bon, je ne vous connais pas vraiment, mais je connais votre engagement sur ce sujet. Je suis assez critique généralement sur le gouvernement, envers le gouvernement, sur... parfois les combats qu'il mène sur tous ces sujets, mais je connais le vôtre et je voulais le souligner ici et vous en remercier. Voilà. Alors, sur ce sujet, juste faire un tout petit peu un historique avec ma collègue. Finalement, nous avons été rapporteurs de ce texte. Je voulais juste rappeler qu'il n'a pas été voté au Sénat. La CMP n'a pas été conclusive. Ça a été très rapide, la CMP, je me rappelle très bien. Parce que ce texte, il n'est pas allé aussi loin que nous l'aurions souhaité. Et juste une petite parenthèse, il y a probablement des sujets dont on a parlé récemment qui n'auraient pas eu lieu si nous avions, le gouvernement de l'époque avait accepté un certain nombre de choses que nous avions écrites dans ce texte.
ça aurait protégé encore davantage la République. J'en suis convaincue. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. C'est comme ça. Aujourd'hui, on fait effectivement le bilan d'une loi d'un texte qu'on n'a pas voté, mais sur lequel nous avons toutes les deux, en tout cas, beaucoup travaillé avec notre énergie et notre fibre républicaine, je dirais. Juste un petit rappel aussi. Il faut aussi se rappeler que ce texte, il est venu juste après une commission d'enquête que la commission des lois a portée. Une commission d'enquête sur l'islamisme et comment le combattre, un sujet sur lequel on avait été très très loin, sur lequel on avait fait une quarantaine de propositions, je crois. Certaines ont été reprises, d'autres pas. Bon, voilà. Mais si je dis ça, c'est parce que ce n'est pas un parti pris de dire il y a les bons et les méchants, c'est que nous sommes convaincus, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, que notre République est en danger quand on ne combat pas. Voilà. Et que, moi je suis élue de banlieue depuis longtemps, j'ai vu les choses évoluer, et tristement évoluer. C'est pour ça que j'essaye de parfois bousculer les lignes sur ce sujet. Alors, effectivement, vous avez dit qu'il fallait faire attention et qu'il fallait lutter parce qu'il fallait faire évoluer les mentalités avec une chose essentielle qu'il faut préserver, c'est la laïcité, vous l'avez dit. Et malheureusement, on est quand même assez inquiet de voir ce qui se passe et ce qui, de manière gravissime, se passe depuis quelques mois. Depuis quelques mois, on voit bien dans les écoles, etc. Et vous avez rappelé à juste titre qu'il y a au moins 2 socles qu'il faut préserver, c'est l'école et le sport. Si nous n'arrivons pas à préserver l'école et le sport, nous n'arriverons pas à préserver les enfants de la République. Et les enfants de la République, ils n'ont pas de couleur de peau, ce sont les enfants de la République. Et ils n'ont pas de religion à l'école, ce sont les enfants de la République. Ça, il faut le rappeler, et vous avez bien fait de le rappeler. Alors moi, je voulais revenir sur j'ai deux, trois petites questions, en particulier qui concernent les associations. Effectivement, le contrat d'engagement républicain, on a abordé ce sujet avec les services qui sont là aujourd'hui, hier, parce que comme on a dû décaler tous nos agendas, on a fait comme on a pu, vous et nous. C'est vrai que c'est un contrat qui a fait débat, qui, moi, me posait évidemment pas de soucis. Moi, je voulais savoir si, effectivement, mais c'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que c'est vrai qu'elle n'a que 2 ans à peine, cette loi. Est-ce que toutes les associations qui bénéficient d'argent public ont signé? Est-ce qu'elles ont toutes signé? Et proportionnellement, si elles n'ont pas toutes signé, combien en ont déjà signé? Est-ce que, par exemple, pour les scouts, ça leur a posé problème? Parce que c'est un sujet qui avait été posé ici. Moi, ce qui m'interroge aussi, et la conversation qu'on a eue hier m'interroge, c'est que si le contrat d'engagement républicain, c'est juste une case à cocher sur un CERFA, moi, ça m'interroge sur l'efficacité de ce contrat d'engagement. Donc peut-être faudra-t-il le définir autrement, parce que cocher une case sur un CERFA, ça n'engage pas à grand-chose à mes yeux. Bon, je l'ai dit hier, voilà. Donc sur effectivement, ce texte qui devait permettre aussi de dissoudre plus facilement des associations qui portent atteinte à la République. Bon, on vous en avait parlé de quelques-unes. J'aimerais bien savoir combien d'associations ont été dissoutes. Et, bon, alors, évidemment, on a un temps court. Et s'il y en a en cours, bon, voilà. Et comment et quels outils et comment vous avez pu arriver à cette dissolution de ces associations qui portent atteinte aux valeurs de la République. Vous avez parlé aussi du déféré préfectoral. Moi, je voudrais savoir si tous les préfets ont mis ces actions en marche, parce que c'est important. Alors, les préfets ont un rôle crucial à jouer sur ce déféré préfectoral, évidemment. Mon interrogation, c'est que je ne suis pas sûre que les préfets travaillent étroitement avec les élus sur ce sujet. Ça m'interroge beaucoup. Je pense que... pourquoi je le dis? C'est pas que... Parce qu'il y a des élus qui sont acteurs de la lutte contre ces phénomènes de séparatisme, et il y en a qui le sont moins. Je le dis clairement, de tous bords, comme ça je suis très à l'aise, il y en a de tous les côtés, de l'échiquier politique. Et donc je pense qu'il faut aussi peut-être, alors c'est peut-être un peu tôt, mais il va falloir peut-être que les préfets bousculent un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi des exigences que notre pays doit avoir envers certains élus, parce que cette loi, elle doit le permettre aussi, il me semble. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble. 2 dernières petites questions sur les lieux de culte en France. Est-ce qu'on a une idée sur la manière dont sont vraiment contrôlés ces lieux de culte? On a vu que certains lieux de culte étaient fermés 3 mois, 6 mois, parce qu'ils ne sont pas fermés définitivement, les lieux de culte. Ils sont fermés de manière temporaire, avec parfois
un objectif, c'est de faire partir l'imam qui est dans la mosquée, parce qu'effectivement, il a des propos qui ne sont pas vraiment en lien avec le respect de la République. Mais sur les lieux de culte, est-ce qu'on a réussi à avoir une analyse objective de ce qui se passe dans ces lieux de culte? Et est-ce qu'on les connaît tous? Parce que c'est un peu la question que nous nous posons. Voilà, je vais arrêter. Je vais laisser la parole à ma collègue de Madame Verrier. Et donc, je vais poursuivre. Merci, Madame la Présidente. Et donc, merci effectivement, Madame la Ministre, d'être ici pour nous permettre de poursuivre ce travail. Donc, l'un des objectifs affichés lors de la loi du 24 août 2021 était d'amener notamment le culte musulman dans sa diversité à adopter le cadre de la loi 1905 et de limiter le recours aux associations créées sur le fondement de la loi 1901 ou des associations mixtes de 1907. Alors, comment la situation a-t-elle évolué au cours des 2 dernières années? Est-ce que, là encore, beaucoup de nouveaux cultes éventuellement se seraient inscrits pour pouvoir bénéficier de défiscalisation, puisqu'on sait que c'est ce que permet la loi 1905? Ensuite, sur les associations, là encore, on avait pour éviter... on avait mis un contrôle des associations, enfin la loi mettait un contrôle des associations, tant pour leur financement que pour éviter l'entrisme. Et donc, ça avait fait d'importants débats. Quels résultats est-ce qu'on a pu obtenir? Et notamment le dispositif dit anti-putsch, pour éviter qu'une association éventuellement culturelle, mais en réalité cultuelle, ne puisse être prise d'assaut et donc avoir ensuite le culte détourné. Et enfin, 2 questions. Une qui était effectivement revenue, la loi Avial ayant été en partie annulée, c'était revenu lors de cette loi de 2021, la lutte contre la haine en ligne, et particulièrement contre la divulgation d'informations personnelles, le harcèlement et les menaces pour des motifs, du coup, tous les motifs, mais notamment des motifs religieux. Est-ce que cette lutte a pu être renforcée? Est-ce que vous avez pu faire des choses en plus qu'on ne pouvait pas faire avant? Et donc, est-ce que vous avez pu mieux lutter? Et enfin, une question qui ne vous surprendra pas venant de moi, Madame la Ministre, c'est: y a-t-il pour vous des menaces émergentes en matière d'atteinte aux principes de la République, particulièrement du côté des dérives sectaires ou de nouvelles spiritualités? Le cadre légal et réglementaire actuel est-il suffisant pour y faire face? Merci, mesdames. Madame la Ministre, je vous laisse répondre à ces questions. Merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, un certain nombre d'éléments de réponse. D'abord, sur votre propos liminaire, sur la question de ne pas avoir voté toutes les propositions. Je crois que l'idée de ce point d'étape d'une part et d'autre part de notre propre jugement, notre propre analyse sur la manière dont cette loi peut être mise en œuvre nous permettra, le cas échéant, de proposer, nous, ou ça viendra d'initiatives parlementaires, des évolutions. Je crois qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de pragmatisme, un peu d'humilité et voir comment les choses peuvent évoluer. C'est notre vision des choses. Pour reprendre sur une question que vous abordez un peu plus tard, la question du contrat d'engagement républicain, il y a une question d'appropriation par les collectivités locales du contrat d'engagement républicain, au-delà du fait qu'on attendait, nous, d'avoir le jugement du Conseil d'État. Il y a aussi une question d'appropriation. Donc il y a 2 démarches à faire sur cette question-là en particulier, mais c'est le cas finalement sur beaucoup d'aspects de la loi. Il y a un point de formation des collectivités locales, donc d'accompagnement fait par les services de l'État, et d'autre part, de bilan que je m'engage à faire à la fin de l'année avec les réseaux, l'AMF, l'ADF, pour voir comment c'est mis en œuvre, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Parce que vous avez parlé d'une case à cocher, je me permets de répondre à cette question-là directement. Oui, c'est une case à cocher aujourd'hui. Et oui, la question peut se poser de savoir s'il faut qu'on aille un peu plus loin et s'il faut qu'on répète notamment les 7 obligations, peut-être sans rentrer forcément dans tout le lyrisme de la rédaction du décret, mais au moins les 7 points pour que chacun sache exactement ce qu'il signe. Mais votre question, c'est est-ce que toutes les associations qui ont touché de l'argent public ont signé? Oui, puisqu'en fait, tout simplement pour la raison simple, c'est que si elles ne cochent pas la case, elles ne bénéficient pas d'argent public. Donc très clairement, oui, 100% des associations qui ont touché de l'argent public ont signé. Mais
elles ont coché une case. Donc la question de, on se la pose évidemment avec les services, de faire évoluer le CERFA, c'est une vraie question. Vous avez posé ensuite la question de la laïcité. Je voudrais vous dire que, alors d'abord, c'est pas forcément directement en lien avec la loi CRPR, puisqu'en fait les atteintes à la laïcité, notamment à l'école, sont pas liées, il n'y a pas d'évolution dans la loi CRPR par rapport à ça. Les jurisprudences sur la question de l'école sont sans ambiguïté. Je vais me permettre simplement d'en lire une, mais il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Le Conseil d'État a jugé que le port systématique d'une longue jupe noire couvrant son pantalon et d'un large bandeau masquant une grande partie de ses cheveux pouvait justifier la non-réintégration d'une élève. Donc, et toutes les jurisprudences vont dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, les chefs d'établissement qui sont concernés sont totalement fondés à accepter, à exclure ou à ne pas réintégrer une élève qui serait concernée. Donc, quelque part, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est simplement l'application de la loi qu'il nous faut améliorer ou qu'il nous faut renforcer, l'accompagnement des chefs d'établissement et des enseignants qui, parfois, il faut le dire, ont peur parce qu'ils sont menacés, parce que... voilà, et les enseignants, de la même manière, il y a eu un sondage récent qui prouve qu'il y a près de 50% des enseignants qui ne signalent pas les atteintes à la laïcité, c'est qu'on a un sujet, on a des axes d'amélioration sur ce sujet-là, mais qui ne sont pas directement en lien avec la loi CRPR. Idem sur le sport, vous avez parlé de ces deux sujets-là, la jurisprudence, et je m'en félicite, du Conseil d'État sur les hijabeuses est extrêmement importante, essentielle. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, pour des raisons plutôt de vivre ensemble, de permettre dans les règlements intérieurs des fédérations sportives d'empêcher le port de vêtements, de marqueurs religieux. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que dans l'école et dans le sport, puisque c'est les deux secteurs que vous avez évoqués, on a finalement les outils juridiques aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'une mise en œuvre. Vous m'avez demandé combien d'associations dissoutes, je l'avais dit dans mon propos liminaire, mais 5 en 2021, 4 en 2022, 3 en 2023, dissoutes avec une procédure, avec un contradictoire, avec toute une procédure qui est assez lourde, on l'a vu dans le cadre de la dissolution des soulèvements de la terre, qui avait d'autres problématiques que des problématiques de séparatisme, mais en tout cas, clairement, les choses sont faites de manière assez complète. Les lieux de culte, donc les lieux de culte aujourd'hui, nous n'avons la possibilité légale uniquement de suspendre pour 6 mois pour des raisons de terrorisme ou de 3 mois pour des raisons de séparatisme, de discours de haine. L'idée, c'est de dire que en fait, cette période de suspension, elle permet tout simplement de traiter l'individu toxique, de sortir l'individu toxique. Parce qu'en fait, souvent, c'est lié, puisque vous parliez des mosquées, c'est lié à un imam qui porte un certain nombre de propos haineux, séparatistes, etc. Donc, finalement, l'idée, c'est pas de fermer définitivement, parce que finalement, souvent, c'est pas la mosquée dans son ensemble qui pose problème, c'est un individu, et donc la suspension, et c'est ce qui fait dans plusieurs cas, permet de traiter ces sujets-là. Vous m'avez ensuite parlé, Madame la rapporteure, du basculement de 1901 à 1905. Ça commence sérieusement, mais c'est insuffisant. On a de plus en plus d'associations qui basculent, mais très objectivement, ça va nous demander un accompagnement plus fort pour accompagner les associations à évoluer pour des raisons principalement administratives, principalement d'accompagnement administratif. Donc voilà, ça commence, ça va dans le bon sens. Et pour répondre à la deuxième partie sur la question de la loi anti-putsch, toutes les associations qui ont basculé en 1905, du coup, se satisfont de cette disposition anti-putsch qui finalement les sécurise plus qu'autre chose. Donc je pense qu'effectivement, c'est un des éléments qui leur permet également de basculer. Vous m'avez posé ensuite la question du renforcement des moyens sur la haine en ligne. C'est plus de 50 équivalents temps plein qui ont été créés sur le sujet, avec objectivement, et vous connaissez sans aucun doute la plateforme Pharos, une efficacité dans le traitement de ces sujets-là qui est assez remarquable pour l'avoir vu sur un certain nombre de sujets. Là, le ministre de l'Intérieur, vous le savez, a donné des consignes très claires sur la question des menaces sur les policiers dans le cadre des événements récents, et ça a réellement été utile. Les outils qui ont été créés sont réellement utiles. Et pour finir sur votre dernière question, qui était la question sur les dérives sectaires, on est parfois à la limite sur ces sujets-là. On a un certain nombre d'organisations qui, à la base, sont
cultuelle ou d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, qui finalement, un certain nombre de groupuscules finissent par ressembler parfois à des organisations à caractère sectaire. Et certaines de ces organisations sont suivies par la Miviludes. On le sait, alors là, ça peut être des structures évangéliques, ça peut être, enfin, on a d'à peu près tout dans les dérives sectaires, et vous le savez bien. Donc là, on manque clairement d'outils. On a fait les assises de lutte contre les dérives sectaires en mars dernier. On a le plan global de lutte contre les dérives sectaires qui va être présenté dans les prochains jours. On est en train de le finaliser. Et on a un projet de loi qui va être présenté dans les prochaines semaines sur la partie pénale, parce qu'on manquait d'outils sur la partie pénale en matière de dérives sectaires. Projet de loi assez court, puisque c'est 7 articles, mais qui permet de remplir les trous qu'il y avait dans la raquette sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien, et on le voit, on a des sujets très précis qui sont aujourd'hui regardés par la Miviludes, sur lesquels on se rend compte qu'on n'a pas forcément tous les outils aujourd'hui pour permettre de lutter efficacement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci, Madame la Ministre. Madame les rapporteurs, vous souhaitez compléter vos demandes? Oui, juste pour compléter, parce que c'est vrai que l'analyse que nous faisons tous, et probablement vous aussi, Madame la Ministre, c'est que le gouvernement, l'État s'est doté d'outils techniques, en fait. D'outils techniques dont on avait besoin. Non, mais clairement, voilà. Qui vont à court, moyen et long terme porter leurs fruits, avec probablement des choses qui vont se caler, s'améliorer, etc. Le problème de fond, il est plus grave que celui-là, en fait. Et probablement que ce n'est pas cette loi-là qui règle le problème de fond. Je pense qu'on est assez d'accord toutes les deux pour dire ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand vous disiez tout à l'heure, une évolution des mentalités, c'est une évolution de prise de conscience collective partout, de ce que nous, entre guillemets, subissons, nous, républicains forcenés, j'ai envie de dire. Et c'est probablement pas uniquement ce texte qui réglera ça. Je pense qu'on en est conscient. Et nous en étions toutes les deux conscientes dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des outils, il y a des règles qu'on écrit, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Parce qu'on voit bien que depuis que ce texte est sorti, il y a un certain nombre de choses qui ont empiré et qui ne se sont pas améliorées. Il faut juste avoir l'objectivité de le dire. Voilà, c'était juste ça, et ce n'est pas une critique vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des services. C'est fondamentalement, notre pays doit prendre les choses doit prendre ce sujet-là en main, probablement sur d'autres volets et avec d'autres outils. Voilà. Madame la Ministre. Oui, je suis complètement d'accord. De toute façon, ce n'est pas une loi qui règle les problèmes de société fondamentaux qui sont là. Et puis, j'avais la discussion avec le ministre de l'Intérieur. On a parfois l'impression, je l'ai dit quand j'ai été auditionnée sur le fonds Marianne, on a l'impression parfois de vider l'océan à la petite cuillère. Mais si on s'arrête, c'est pire. J'ai assisté à des CLIR, à des cellules locales dans les préfectures de lutte contre l'islam radical. Très franchement, on a maintenant des outils extrêmement puissants. Quand on est capable sur un écran d'avoir un schéma avec l'ensemble des structures, écoles, associations, financements, qui finalement brossent un état des liens de tous ordres, et qu'on est capable d'entraver chacune de ces parties, parce que c'est ça qu'aujourd'hui nous offre la loi, c'est honnêtement d'une puissance assez forte. Et quand elle est utilisée à plein, cette loi, elle permet de faire des choses, et il y a des préfets qui l'utilisent parfaitement bien et pour lesquels c'est d'une efficacité remarquable. Aujourd'hui, on n'a objectivement pas tout pris en main, et ça demande encore à être amélioré. Mais en tout cas, c'est de beaux outils. La loi ne suffit pas, je suis d'accord avec vous. De toute façon, il y a sans doute, on a beaucoup parlé de l'école, mais il y a quelque chose qui doit se passer à l'école pour une évolution aussi des mentalités et pour une évolution de l'adhésion aux valeurs de la République. Et ce n'est pas dans cette loi qu'on va le faire. Mais en tout cas, ça nous donne des outils. Juste une dernière réflexion. C'est vrai que l'association, c'est aussi le cœur du sujet. Parce que vous venez de dire qu'effectivement, sur un écran, on peut mettre, mais je peux aller plus loin que vous, plus loin que ça encore. Sur un écran, vous regardez tous les réseaux entre les associations qui font du caritatif, des associations qui font le voyage, des associations... Enfin, c'est une économie parallèle institutionnalisée par des associations dans certains départements et dans certaines villes. Et c'est là qu'il faut qu'on mette le nez, parce qu'on s'aperçoit que... Voilà, moi,
un peu travaillé sur ce sujet, on s'aperçoit que des associations maillent totalement une commune sur tous les secteurs de la vie de la société. Ça va de l'école, ça va du soutien scolaire, ça va sur le soutien caritatif, le voyage, enfin tout. Et on s'aperçoit que ces associations créent un système parallèle au nom d'une religion. Et c'est ça qui est très inquiétant, vraiment. Et c'est sur ça qu'il faut que nous nous battions et que nous écrivions les choses. Voilà. Et très sincèrement, sur les écoles hors contrat, vraiment, il va falloir être très, très acteur, très actif. Pourquoi je le dis? C'est que les écoles hors contrat, elles ont des enfants qui seront les adultes de demain. Et moi, je pense essentiellement aux petites filles. Je ne dis pas que les garçons ne m'intéressent pas, Madame la Ministre, mais les petites filles, c'est quand même une vraie inquiétude dans les écoles hors contrat. Si vous passez à côté d'écoles hors contrat, je ne donnerai pas département parce que je ne veux pas stigmatiser. Les petites filles à la maternelle sont entièrement voilées. Vraiment. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc voilà, les écoles hors contrat, il faut vraiment, vraiment s'y atteler. Alors pas en 3 jours, pas en 6 mois, mais c'est un vrai sujet. Ces écoles sont hors de la République, mais ce n'est pas uniquement, alors sur les programmes, j'en parle pas, mais c'est sur le devenir de ces petites filles et de ces garçons qu'on élève dans « la fille est impure »,« la fille n'existe pas »,« la fille c'est ça ». Et ce sont les adultes de demain. Et s'il y en a 10 et s'il y en a 100, c'est toujours 10 ou 100 de trop. Voilà. Et on voit bien, mais nous sommes responsables collectivement de tout ça. Hein. Ça ne date pas d'hier, j'ai l'honnêteté intellectuelle de le lire. Hein. Mais vraiment, aujourd'hui, on est au cœur du sujet. Vraiment. Madame la Ministre, et ensuite je donnerai la parole à Madame Gatel. Merci. Sur les associations, je pense que c'est là qu'on a sans doute la marge de travail la plus importante, encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a tout un travail à faire, tout en gardant la richesse de notre dispositif associatif, de liberté, voilà, c'est toujours l'équilibre compliqué qu'on doit trouver. Oui, non, mais j'ai vu les réseaux. Donc, sur les écoles hors contrat, on en a fermé 5. C'est déjà ça. Et au-delà de ça, on a des contrôles qui sont de plus en plus importants. Et vous avez parlé des... Comment ? Contrôle inopiné, c'est ce que c'est. Je vais aller un petit peu au-delà des écoles hors contrat pour parler de l'instruction en famille, sur laquelle il y a énormément de polémiques. Et je l'entends parce que la très grande majorité des enfants qui sont dans le cadre d'un enseignement, d'une instruction en famille, ne posent pas de problème. Sauf que, dans le cadre des contrôles qu'on a effectués dans le cadre de l'instruction en famille, eh bien, on a trouvé des choses. On a trouvé notamment, et parce que 100% des enfants qui suivent une instruction en famille ont été contrôlés, mais on a trouvé des enfants qui regardent, qui apprennent dans le cadre de supports de cours où les enfants sont sans visage ou voilés. Voilà. Et quand on va au-delà et qu'on demande d'où viennent les supports, on se rend compte que ça fait référence à un organisme d'enseignement à distance qui lui-même est un organisme qui est lié à un réseau séparatiste. Et donc, ça nous permet de contrôler et de mettre en place tout un dispositif d'entrave avec tous les outils qu'on a évoqués, financiers, administratifs, etc. Donc, au final, ça nous permet, même si c'est à la fin 1%, 2%, mais en tout cas, de les trouver, de voir ce qu'on ne voyait pas avant. Et de voir aussi, avec ce qui a été mis en place au niveau départemental, de voir tous les enfants qu'on ne voyait pas, qui ne sont pas scolarisés, et le lien qu'on a aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais entre les CAF, les mairies qui voient les enfants, la scolarisation des enfants, en fait, on est capable maintenant de visualiser des gens qui sont complètement hors système, qui étaient complètement hors système. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce tissu associatif, mais c'est le cas associatif, scolaire, financier, où finalement, parfois, ils sont complètement en dehors de la République. Et on a, avec ces outils-là, maintenant, la possibilité de les voir, parce que parfois, souvent, ils sont hors de la République, mais ils touchent des allocations familiales. Et donc, on le voit avec le lien avec la CAF. Madame Gatel. Présidente, Madame la Ministre, moi j'ai 3 points. Le premier concerne les écoles privées hors contrat pour lesquelles j'avais beaucoup travaillé avec Monsieur Blanquer. La loi prévoyait, avant même de nouvelles dispositions sur les écoles privées hors contrat, un contrôle qui, s'il était considéré comme insuffisant, générait un deuxième contrôle, sachant que souvent ces écoles sont sous un statut associatif. L'association concernée devait apporter des réponses très argumentées aux remarques qui étaient faites. Et si le deuxième contrôle était jugé
insatisfaisant, on pouvait alors procéder à des mesures que je qualifierais disciplinaires, si je puis dire. Moi, j'aimerais que le ministre de l'Éducation nationale nous fournisse, ou par votre intermédiaire ou directement, le nombre de contrôles qui sont effectués dans l'année, le nombre d'avis d'insuffisance à l'issue de ce premier contrôle et le nombre de deuxièmes contrôles qui sont faits, puisque la loi le prévoit depuis fort longtemps. Et ce que l'on avait constaté, c'est que si des premiers contrôles étaient faits, les deuxièmes n'étaient jamais faits, et que nous avions aussi un problème de formation des inspecteurs à ces contrôles, y compris dans l'éducation en famille, puisque il y a de manière, enfin on va dire naturelle, une appréhension très forte de la part de l'école privée hors contrat ou des parents d'un contrôle, puisque ces personnes ont parfois l'impression que le contrôle est fait à charge, alors même que ça n'est pas le cas, mais que puisque la pédagogie est libre, c'est le principe même de l'école privée, est-ce qu'aujourd'hui il y a un corps d'enseignants qui est formé, comme cela a été fait dans l'Académie de Versailles, où il y avait un guide du contrôle. Il faut que les inspecteurs soient sécurisés. Donc, où on en est là-dessus? Deuxième question. Vous avez parlé de la décision Supra sur les hijabeuses. Moi, enfin, cette décision me réjouit, mais je me permets de penser qu'elle est fragile, puisque je pense que son argumentation juridique, qui aboutit à un résultat qu'on apprécie, peut quand même, je crois, souffrir aujourd'hui d'une contestation qui ne nous met pas à l'abri de réelles difficultés, d'un jugement qui contredirait celui-là et qui amènerait du coup à ouvrir le robinet. Et donc, de ce fait, mon troisième point porte sur ce que vous avez dit à juste titre, qui est vrai, moi, ce n'est pas une critique, c'est que l'interprétation de la loi à l'école est soumise à l'appréciation de l'enseignant et du directeur. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser un enseignant ou un directeur ou un proviseur tout seul pour apprécier cela, parce qu'on le positionne dans un contexte très difficile, puisqu'il est en proximité avec les parents. Vous savez, c'est comme un maire qui a géré une séquence de violence. S'il est tout seul, à un moment, il y a une domination de la personne qui est en face, et que le libre arbitre, on va dire, de l'enseignant ou du directeur, la peur qui fait que le politiquement correct font que on lâche, non pas que les gens soient lâches, mais on ne peut pas demander à une personne seule de porter l'application des lois de la République quand on est dans un contexte où on est en grande faiblesse. Et que au Sénat, moi j'ai longtemps, quand on parlait du port du voile, moi j'ai longtemps voté pour dire que autoriser des mères de famille à porter le voile pour des sorties hors scolaires, c'était une manière de ne pas les éloigner d'eux, c'est-à-dire de considérer qu'elles pouvaient s'intégrer aux activités à l'école. Donc on ne les perdait pas de vue de la République. Aujourd'hui, moi je vous avoue être sur une position totalement différente, parce que pour avoir discuté, comme beaucoup d'entre nous, avec des enseignants et des directeurs, moi j'entends les enseignants qui me disent « Mais Madame la sénatrice, comment moi j'explique à une mère de famille qui est venue faire un atelier peinture dans les locaux de l'école, qu'elle vient sans voile. Une demi-heure après, on prend le bus, on part au musée, et que je peux la laisser porter un voile. Comment je peux expliquer ça à des enfants? Comment je peux expliquer ça à des enfants? Comment je tiens le truc? Et que, sincèrement, moi je pense qu'à un moment sans... Il y a, comment dire, aucun ostracisme, aucune condamnation, mais je pense sincèrement que la loi de la République, elle doit être efficace. Pour être efficace, elle doit être simple et pas simpliste. Et que donc, moi, je réinterroge le gouvernement sur ces deux dispositions. C'est-à-dire comment on fait à l'école pour considérer que c'est une tenue religieuse ou que ça ne l'est pas. Et on voit bien comment ça évolue. On passe du grand voile à autre chose, voilà, et on a aujourd'hui des abayas parce que ce serait la mode,
Et puis, il y aurait des abayas républicaines, comme des maillots de bain républicains, mais un peu à connotation fortement religieuse. Voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans la subtilité, la finesse, parce qu'on met en danger des personnes. Et du coup, on entrave l'application de la loi de la République. J'ai conscience de la gravité de mon propos. Merci, Madame Gatel. Madame la ministre. Merci, Madame la sénatrice. Un certain nombre de réponses sur les établissements privés hors contrat. Les questions que vous posez, je n'ai pas les réponses. Je pense qu'il faut qu'il y ait une présentation spécifique, peut-être de l'éducation nationale. J'en parlerai à mon collègue pour qu'il vous fasse un point précis à la commission culture, voilà, le cas échéant. Vous croisiez pour qu'il y ait une présentation spécifique des dispositifs et des contrôles qui sont faits sur ces sujets-là. Sur la question de l'atteinte à la laïcité, vous avez évoqué plusieurs points. D'abord, le fait de ne pas laisser seuls les enseignants et les chefs d'établissement. C'est pas le cas. C'est pas le cas d'abord parce que il y a une circulaire qui a été envoyée par le ministre de l'Intérieur et moi-même d'une part, d'autre part que le ministre de l'Éducation nationale en a fait une autre en assurant de la protection fonctionnelle de chacun des acteurs concernés. Je suis d'accord, c'est sans doute parfois insuffisant, mais on ne va pas mettre un policier à côté de chaque enseignant. Ce n'est pas non plus la solution. Donc, s'il y en a d'autres, voilà. Mais aujourd'hui, la loi elle est quand même sur la question de la laïcité à l'école finalement extrêmement claire. La loi plus les différentes jurisprudences, quand on regarde tous les marqueurs, je l'ai dit tout à l'heure avec la jurisprudence sur l'abaya, aujourd'hui, les enseignants, les chefs d'établissement qui font le choix d'exclure une élève qui porte l'abaya sont dans leurs droits. La loi leur permet et les jurisprudences sont extrêmement claires. Donc la question, elle n'est pas, la question, elle n'est pas juridique, elle n'est pas législative, elle est de la peur, tout simplement, et de la manière dont on accompagne. Donc ça, c'est plus une question d'organisation de l'école et de la manière dont elle évolue. Sur la question en particulier des accompagnatrices scolaires, vous l'avez évoqué, c'est un sujet. Le gouvernement applique la loi. La loi ne prévoit pas aujourd'hui cette obligation pour les accompagnatrices scolaires. Alors c'est... Oui, non mais alors attention juste à une chose, c'est qu'il y a un avis du Conseil d'État de 2013 qui dit que même si on faisait évoluer la loi, on ne pourrait pas mettre ça en place. Juste une parenthèse, Madame la Ministre. L'enfant, les parents, le parent, il est très clair l'argument pour le gouvernement. Je sais que c'est pas facile, parce que c'est un débat qu'on a eu 2 fois au Sénat. Le parent, il confie son enfant à l'école, en gros, de 8h30 à 16h30 hors cantine. L'école, c'est ça. Et que ce soit dans les murs ou hors les murs, c'est l'école. Donc c'est facile d'avoir cet argument. On n'a pas voulu l'entendre, cet argument. Voilà, on confie son gamin à 8h30 à l'école de la République, et jusqu'à 16h30, c'est l'école de la République. Qu'on fasse des activités dans les murs ou hors les murs. C'est un argument tellement simple à utiliser, qui serait très facilitateur. C'est exactement ce que dit Madame Gatel. C'est un sujet qu'on a eu 2 fois, un débat qu'on a eu 2 fois, on l'a voté 2 fois ici. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, le gouvernement ferait bien d'écouter le Sénat sur ce que le Sénat dit depuis 2017 sur ce sujet-là. Et je vous assure, moi je suis élue de banlieue et je l'aime ma banlieue. Et il faut arrêter qu'on nous dise que les enfants ne font plus de sorties scolaires parce que si les mamans voilées n'en font pas, il n'y a aucune école où 100% des mamans sont voilées. Et puis arrêtons de parler des mamans, il y a aussi des papas. Et les papas, ils peuvent aussi faire les sorties scolaires. Donc voilà, et c'est un vrai sujet parce que c'est un marqueur de la République. C'est exactement ce que dit Madame Gatel. Quand on ouvre les digues, les digues, on rentre dedans. Donc voilà. Et on en est là aussi. Voilà. Bon. Mais je fais une parenthèse que je ferme, parce que c'est des débats qu'on a eus ici, et ma collègue, elle a elle-même évolué sur le sujet, parce qu'elle voit que quand on ouvre des digues, regardez où nous en sommes ici, 3 ou 4 ans après les débats qu'on a eus au Sénat. C'est pire encore. Voilà. Bon. Non, mais de toute façon, ce qui est très clair, et là-dessus on est, je crois, tous en phase, c'est que la situation a évolué et qu'on doit s'adapter. Et que donc imaginer des évolutions à cette loi-là et à d'autres, je crois qu'il faut fermer aucune porte, très clairement. Et c'est pas... mais c'est pas moi qui ai mis en place la tenue commune à l'école dans la collectivité que je préside
qui vais vous dire le contraire. Donc évidemment, je crois qu'il y a des choses qu'il faut qu'on réfléchisse différemment. Je ne sais pas si c'est ça la solution. On a un dispositif. Mais la laïcité à la française, elle est tout le temps, on est tout le temps dans le cadre d'un combat où ceux qui combattent ce principe-là sont tout le temps en train de chercher les failles. Donc, c'est à nous aussi d'être en capacité de nous adapter, voire de prendre les devants sur un certain nombre de sujets. Une dernière... Oh, pardon, pardon. vas-y, excuse-moi. Madame Verrien. Vas-y. Alors, ça dépend, parce que si c'est sur le même sujet, moi, je vais changer de sujet. Moi, c'est juste un sujet. Il va falloir aussi que ceux qui représentent l'État dans notre département aient un discours très clair sur la laïcité. Je vais vous donner un exemple qui va vous heurter, mais qui m'a heurté, mais je me suis calmée. Nous avons une nouvelle préfète à l'égalité des chances dans mon département qui a pas dû regarder qui j'étais parce qu'elle n'a pas dû comprendre quels étaient mes combats depuis longtemps. Elle a osé me dire, vous savez, dans certaines de nos villes, il faut qu'on fasse accepter la laïcité par des moyens détournés. Des moyens détournés. Donc c'est une représentante de l'État qui ose dire ça. Parce que la laïcité ne s'impose pas en tant que laïcité, il faut trouver des moyens détournés pour que les jeunes acceptent la laïcité dans les collèges et les lycées. Et je n'ai pas osé lui demander ce que c'était des moyens détournés, mais de la part d'un préfet à l'égalité des chances, ça me choque. Je vous le dis tout de suite. Madame Verrien. Puisqu'on est un petit peu sorti de l'épure purement commission des lois et qu'on a abordé les problèmes d'enseignement, effectivement, vous parliez de l'enseignement en famille. Il y avait une crainte d'un certain nombre de familles que, éventuellement, dans certains départements où l'éducation nationale n'aurait pas les moyens d'aller faire tous les contrôles, du coup, ils refusent plus l'enseignement en famille. Est-ce que vous avez des remontées? Est-ce que vous avez le même taux d'enseignement en famille ou pas? Est-ce que vous pourrez avoir, je comprends que vous n'avez pas les chiffres tout de suite, puisque là, on commence la discussion à bâton rompu, donc c'est moins préparé, mais si vous avez des éléments, effectivement, c'est assez intéressant, parce que c'était une inquiétude et ça permettrait de calmer certaines inquiétudes de personnes qui n'étaient probablement pas du tout visées initialement par ce texte. Et est-ce que vous remonte des pressions sur les enseignants par rapport aux enseignements? Je pense au problème d'éducation sexuelle, dont on sait que si on veut lutter contre les violences intrafamiliales, il faut aussi un peu expliquer ce que c'est que le consentement, une relation d'égalité entre les filles et les garçons, qui peut être refusée par un certain nombre pour des raisons philosophiques ou religieuses. Et là, j'inclus de façon assez large, puisque pour le coup, vous savez, je m'intéresse pas que à la religion musulmane, mais aussi à la religion, à des religions évangéliques qui peuvent faire des pressions tout aussi fortes sur l'éducation, sur le fait de... J'ai entendu récemment de ne pas enseigner la préhistoire. Bah oui, on sait bien, Adam et Ève, donc forcément, la préhistoire, c'est quand même assez bizarre. Ah oui, oui. Donc, alors, est-ce que vous avez des remontées de ce genre? Et effectivement, est-ce qu'il y a de votre côté, pour pouvoir accompagner l'éducation nationale, à une façon de renforcer et de sécuriser ses professeurs? Parce qu'effectivement, notamment, je le sais, sur l'éducation sexuelle, s'ils ne le font pas, c'est soit parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, soit parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec les parents. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Sur le sujet de l'IEF, je vous donne les chiffres que j'ai. S'ils sont insuffisants, on les complétera. Donc, je l'ai dit dans mon propos introductif, mais on avait 67 000 enfants qui suivaient une instruction en famille. On en a 53 000 aujourd'hui, donc une baisse de 27%, mais environ seulement 10% des demandes qui ont été refusées sur la base des dispositions de la loi CRPR. Mais si vous voulez des détails plus précis, éventuellement, vous nous direz lesquels et on vous les fournira bien évidemment. Sur la question des atteintes à la laïcité, alors c'est vraiment l'éducation nationale qui a l'ensemble du spectre. Ce que je peux vous dire dans les éléments qu'on a, c'est que ça concerne toutes les disciplines. Vous avez parlé d'éducation sexuelle et de la préhistoire, mais ça concerne également la musique. Ça concerne toutes les disciplines, vraiment. Donc, il ne faut pas imaginer que ça concerne que le cours sur les religions ou que la philo sur... c'est pas la réalité. Donc, ça concerne toutes les disciplines. C'est la raison pour laquelle notre rôle au ministère de l'Intérieur, c'est la partie formation. C'est-à-dire comment on accompagne les enseignants pour
faire face à ces situations de refus d'un élève, de voir telle ou telle partie d'enseignement enseignée. Comment on réagit à ça? Qu'est-ce qui mérite un signalement? Comment on traite les sujets? Ça c'est notre rôle. Ensuite, c'est à l'éducation. Le reste est à l'éducation nationale. Donc je crois que dans le travail qu'éventuellement vous mènerez avec la commission de la culture, ça mérite effectivement peut-être de creuser ces sujets-là. Notre rôle à nous s'arrêtant d'une part à la question de la formation et d'autre part au suivi des atteintes, mais pas au-delà. Merci Madame la Ministre. Plus d'interventions? Merci. En tout cas, merci Madame la Ministre pour ce point d'étape. Vous l'avez dit justement, et nous allons laisser nos rapporteurs poursuivre leurs travaux. Voilà. Ça, vous reprendrez à la rentrée. On espère bien vous retrouver à la rentrée pour reprendre les travaux. Voilà. Donc la séance de la Commission des lois est terminée. Je vous remercie. Bonne soirée.